D'abord, bonjour à tous. Voilà, donc je viens vous parler du technostress. Je suppose que vous avez tous expérimenté des situations stressantes avec des outils digitaux sans savoir vraiment ce que recouvre exactement le technostress, l'étendue du sujet, sa globalité, ses mécanismes. Donc, tout simplement, aujourd'hui, on va regarder ce que c'est, ses causes, comprendre ce qu'il y a derrière, pourquoi le manager, comment le manager, et je terminerai par un petit mot sur la déconnexion et le code du travail. Alors d'abord, la notion de technostress, elle est apparue dans le monde du travail avec l'introduction massive des outils digitaux, qu'on connaît tous, et elle a été définie par Craig Broad en 1984. Et la définition exacte, c'est une maladie d'adaptation causée par le manque de capacité à gérer les nouvelles technologies informatiques de manière saine. Et donc... Attendez. Oula. Attendez, excusez-moi, je suis désolé de cette interruption. Alors, une interruption, c'est 20 minutes de reconcentration. Excusez-moi, je suis désolé. Alors, attendez. 6808 mails non lus. C'est plus une boîte mail, hein. C'est de l'infobésité. Alors, attendez, je vais régler le problème. Votre ordinateur a rencontré un problème. Critical process died. Ok, donc si vous contactez l'assistance, ils sont en Inde et ils ne parlent pas anglais. Bon, on fait sans les slides, ça vous va? C'est pas grave, de toute façon le technostress, c'est pas que ces événements-là, c'est beaucoup plus de choses. Et si on veut le comprendre vraiment, il faut savoir revenir à la 4e transformation industrielle, à savoir le digital. Donc le digital, c'est quoi exactement? Le digital, c'est des objets qu'on transporte avec nous, qu'on emmène partout avec nous, qu'on emmène même dans nos montres. C'est des plateformes d'échange, des plateformes qui permettent de casser les silos, qui permettent de travailler ensemble, de planifier des choses ensemble. C'est finalement une opportunité d'avoir une société plus agile, moins hiérarchisée, plus directe. Et puis c'est aussi des écrans entre les personnes. Donc quand on a un écran entre nous, bah, tout simplement, on ne sait pas si, quand on envoie un message, le message il est bien perçu, si c'est le bon moment, si c'est pas le bon moment, si le message est compris. C'est un vrai sujet. Et puis, on n'a aucun retour non verbal, hein, donc là, c'est voilà. Et puis, c'est l'IA, dont vous avez certainement beaucoup entendu parler, qui monte. Et puis, il y a un nouveau truc qui existe, vous n'en avez peut-être pas entendu parler, mais ça, par contre, c'est révolutionnaire, c'est la Robot Process Automation. Robot Process Automation, moi, j'y crois beaucoup, c'est ce qui va supprimer toutes nos tâches administratives. C'est génial. Ça trie nos mails tout seul, ça les enregistre, vous prenez un tas de factures, vous le rentrez, vous avez le bilan total de votre gestion qui est fait automatiquement, c'est géant. Bon, après, il y a des millions d'emplois qui vont disparaître, mais bon, c'est un sujet. Alors, le digital, c'est aussi des outils qui changent tout le temps. Une volatilité, la volatilité des outils, c'est constant, hein. Donc, les services informatiques nous changent tout le temps nos outils, on a ça tout le temps. Des cyberattaques. Vol de données, on le voit beaucoup. Une menace permanente, la peur permanente d'être la cause d'une cyberattaque. Et puis, c'est une connectivité constante, parfois choisie, parfois addictive, hein, quand on a un collègue qui est atteint de fear of missing out, nouvelle maladie. Et puis, c'est des données, on ne sait pas si elles sont justes, si elles sont fausses, d'où elles viennent, on ne sait pas trop, elles sont complètement déstructurées, décontextualisées. Et finalement, le digital, c'est génial, c'est facile. On échange des mails avec nos collègues, beaucoup de mails. Puis on copie des fichiers. Puis ces fichiers, finalement, on a une information, hein, comme on le voit, puis on a besoin d'un chiffre, le chiffre il est bon, il n'est pas bon, on sait même plus ce qu'il veut dire, ce chiffre. C'est finalement une information déstructurée. Et puis... on met tout le monde en copie, donc on ne sait plus qui est responsable. Finalement, pas totalement, on a ce qu'on appelle le role blurring, tout est flou, une organisation floue. Et puis, ce qui est pratique avec le digital, c'est que là où on avait besoin d'une validation, maintenant, comme les validations sont faciles, on demande 5 validations pour chaque chose. Donc les process deviennent très compliqués.
lourd. Et ça, en fait, ça prend du temps. Donc le digital, finalement, c'est l'occasion d'être très déstructurant. Et donc quand on combine tous ces éléments, ces facteurs de technostress liés aux outils, aux données, ces facteurs de technostress liés à l'emploi, hein, la peur de perte d'emploi, liés à la qualité de vie, pour nous, et ben finalement ça fait de nous par moments des techno-largués, hein, quelque part. Et je ne parle même pas des 15,4% de Français qui sont atteints d'électronisme. Parce qu'aujourd'hui, on a une vraie question, c'est la fracture numérique. C'est bien de faire numérique, mais il y a plein de gens qui ne savent pas en faire. Donc la question se pose. Et donc ces facteurs de technostress, finalement, bah, ils vont nous mettre mal à l'aise. Alors comment ça marche vraiment, le technostress? Alors, dans les modèles qui sont utilisés dans le technostress, on se base beaucoup sur le modèle transactionnel de Lazarus et Folkman, en recherche, qui est le modèle transactionnel du stress, et qui part du principe que vous avez un facteur qui fait l'objet d'une évaluation. Cette évaluation, elle dépend de la personne, de son vécu, donc c'est une évaluation individuelle, mais également qui dépend du système, le planning, le délai qu'on vous donne, etc. Et ça donne lieu à un résultat d'évaluation, soit la situation est neutre, voire épanouissante, soit la situation est stressante. Quand la situation est stressante, on a besoin de s'adapter à cette situation. Et le résultat va être positif ou négatif. Si le résultat est positif, finalement, c'est valorisant, vous avez réussi quelque chose, c'est bien. Et si c'est négatif, eh ben, finalement, on va alimenter une espèce de boucle du stress. Et ça peut être une boucle infernale. Alors factuellement, soit c'est pas vraiment... Bon, c'est assez courant d'avoir des situations stressantes, sauf qu'en matière de technostress, bah, vous avez des dizaines et des dizaines de sollicitations tous les jours, tout le temps, sans cesse. Et quand on est tout le temps sollicité, bah, à la fin, et qu'on n'y arrive pas, bah, notre état d'esprit, finalement, il finit par descendre, 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 descendre. Et on finit par se sentir vraiment mal, et on rentre dans une spirale négative. Oh, quel intérêt ça a de traiter le stress? Finalement, ça a un intérêt ou ça n'a pas d'intérêt? La question, elle est là. Bah, d'abord, le stress, pourquoi c'est intéressant de le traiter? Parce qu'il y a une forte corrélation entre le stress et les erreurs médicales. Ça a été mis en évidence par l'étude de Dingan en 1996. Il y a une étude un peu plus récente en Finlande qui montre qu'en cas de surcharge, les incidents s'enchaînent et voire même augmentent de 24%. Donc des incidents qui mettent en jeu l'intégrité du patient, voire des décès. Bon, ce n'est pas le but quand même du système médical de voir le nombre de décès augmenter. Hein. Donc voilà. C'est un impact sur la santé, même des soignants. Ils peuvent faire des burn-out, des crises cardiaques, qui peuvent se sentir pas bien. Et puis finalement, une étude américaine montre qu'on a une erreur sur les médications, sur la médication, qui augmente de 26 à 71% quand les gens ne sont pas à l'optimum de leur forme. Évidemment, quand vous êtes au fond du trou, vous vous sentez dépassé par les événements, vous n'êtes pas à l'optimum. Donc voilà. Et cerise sur le gâteau, eh ben, il y a un effet qui s'appelle l'effet Hawthorne. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler de cet effet-là. C'est un effet qui a été démontré en 1932. C'est très vieux. Et en fait, quand on dépersonnalise des gens, face à la dépersonnalisation des process, eh ben, finalement, vous avez une diminution de la productivité. Donc là, c'est-à-dire qu'au-delà de l'écran, nous dépersonnalise et va faire diminuer la productivité de la même façon. Donc, comment on peut changer ça? Eh ben, le management peut agir. C'est ce qui a été démontré par deux chercheurs qui s'appellent Raghunathan et Madame Taraftar. Donc finalement, le rôle du management, c'est d'intervenir sur le plan structurel et d'apporter ce qu'on appelle des facteurs inhibiteurs du stress. Donc ça va être un environnement bienveillant, un support technique, un accès à la formation, mais également, et ce qui est très important, finalement une organisation qui va être résiliente à l'erreur, qui va finalement accepter que l'erreur existe, qui va permettre de soulager l'effet de l'erreur est une catastrophe et de casser cette boucle. Alors, il y a des outils qui sont très pratiques pour ça, hein, le plan de continuité d'activité, des plans d'anticipation d'erreurs. Il y a des choses qui fonctionnent. Et plus votre organisation va être résiliente à l'erreur et va
prendre l'erreur en charge de façon systémique et pas individuelle, hein, plus votre organisation va être finalement agréable à vivre pour les gens qui font des erreurs. Et la première chose à faire d'ailleurs, c'est de permettre la confiance, parce que s'il n'y a pas de confiance, les gens ne disent pas qu'ils font une erreur. Et quand on met les erreurs sous le tapis, en général, ça empire. Donc voilà. Alors, les grandes clés pour passer ce technostress. D'abord, la première clé, c'est même pas une clé, c'est plutôt la serrure, c'est la volonté managériale. Si vous êtes dans une organisation où il n'y a pas de volonté managériale de prendre en charge le technostress, eh ben, c'est pas possible d'avancer. Sans volonté managériale, on ne fait rien. C'est comme avoir des clés sans avoir la serrure. Donc, s'il n'y a pas de volonté, à la limite, mieux vaut changer d'organisation. Hein. Donc, voilà. Les clés. Alors, la première clé, elle est classique, finalement. C'est ce qu'on voit habituellement dans l'ensemble des outils, sensibilisation, formation, mesure, amélioration et création d'une gouvernance. Une gouvernance, c'est une ligne de conduite ensemble, finalement, qu'on va se donner sur l'ensemble de l'organisation. La deuxième clé, c'est ce qu'on va utiliser, appeler des outils conçus pour les utilisateurs. C'est basé sur le User-Centered Design Tool. L'idée, c'est que quand vous avez des outils, ils doivent être simples à utiliser. Ils sont conçus pour les utilisateurs et pas pour les directeurs. Par exemple, votre outil vous remonte un indicateur qui permet à l'utilisateur, qui intéresse l'utilisateur et qui permet à l'utilisateur de s'améliorer. L'indicateur, il sert pour la personne, il ne sert pas à la direction. C'est ça qui est intéressant. Voire même si l'outil peut être modifiable par l'utilisateur, ça lui permet à l'utilisateur de choisir les indicateurs qui l'intéressent, qui lui permettent à lui de s'améliorer. Et puis l'idée, c'est d'avoir des outils qui sont adaptés aux personnes, et non l'inverse. Un petit mot quand même, il faut savoir que la Robot Process Automation, ça permet effectivement d'avoir son propre robot et puis de faire ce qu'on veut et de l'améliorer et de lui enseigner des choses. Hein. C'est très intéressant pour ça, pour avoir des outils adaptables. Voilà. Un petit mot concernant les process. Les process, ils doivent être simples à comprendre. Un process qui n'est pas simple, c'est un process qu'on va implémenter n'importe comment. Voilà. Évidemment, ces process, il faut qu'ils donnent de l'autonomie. On en a largement parlé aujourd'hui. Évidemment, je vais dans le même sens. Hein. Donc, dans le privé, on a conclu la même chose. Il faut donner de l'autonomie au terrain. Pourquoi ? Parce que les directeurs n'ont pas la vision globale de tous les problèmes. En général, on estime qu'une direction voit entre 4 et 11% des problèmes. Voilà, point. Le terrain voit les problèmes de terrain. Pourquoi la direction ne voit pas tous les problèmes? Parce que d'abord, si la direction voyait tous les problèmes, ils seraient débordés. Donc, ils ne peuvent pas traiter tous les problèmes. Après, il est important que ces outils incitent à la coopération et la réciprocité. Et ça passe par des buts communs. Il faut que tout le monde travaille dans des buts communs. Je vous donne un exemple. Si vous avez une infirmière qui doit faire l'inventaire de ses stocks consommés dans la journée, elle remplit un outil. Si grâce à l'inventaire qu'elle vient de faire, elle obtient les médicaments en temps et en heure, elle fait bien son travail, elle permet au gestionnaire de bien faire son travail, tout le monde travaille pour le bien-être du patient. C'est formidable. Après, si cette infirmière a rempli l'outil et que le retour qu'elle a, c'est « Oh là là, mon Dieu, vous avez mal travaillé, vous avez consommé trop de médicaments ». Bon, elle va le vivre de façon malsaine en se disant « Moi, j'ai essayé de bien faire mon travail, je fais un effort », parce que c'est un effort de remplir l'outil. Et en échange de cet effort, elle a une réprimande. Normalement, elle ne remplit pas l'outil la fois d'après, donc si elle est normalement constituée. Donc elle va mal faire son travail, le gestionnaire va mal faire son travail, à la fin, le malade est mal soigné. Donc, pourquoi est-ce que vous avez cette situation-là? Parce que vous avez une infirmière d'un côté qui veut soigner le malade et un gestionnaire qui veut faire des économies. Ils n'ont pas le même objectif. Donc il faut que tout le monde dans une organisation ait le même objectif, la même raison d'être, la même mission. Si tout le monde travaille dans le même sens, évidemment, ça marche mieux. Et donc, effectivement, vous pouvez avoir des petites équipes qui fonctionnent en autonomie avec une mission commune. Voilà. Évidemment, tout ce qui ne sert à rien, il faut le supprimer. Hein, donc, ça, c'est important. C'est une perte de temps, ça n'a aucun sens. Et finalement, la dernière clé, c'est la plus difficile à mettre en œuvre. C'est un changement culturel. Alors, pourquoi c'est difficile, le changement culturel? Parce qu'on a ça ancré en nous et c'est compliqué. Ça veut dire que déjà, il faut
apprendre à ne plus raisonner sur nos petits objectifs personnels, mais à raisonner sur la mission globale de l'entreprise, apporter de la santé à tous. C'est totalement différent que de raisonner sur ces petits objectifs, finalement ces petits KPI qui sont plutôt faciles à remplir. C'est savoir organiser la résilience de l'entreprise, de l'hôpital. C'est savoir avoir un management qui est basé sur cette autonomie, mais cette autonomie, elle passe par la reconnaissance, par l'écoute, par le feedback, par l'échange, la confiance. Il faut abandonner la culture de l'immédiateté. Ça ne sert à rien, l'immédiateté. Ce n'est pas une bonne solution. L'immédiateté, c'est souvent une solution quand on manque de structure. Donc, on ne peut pas se passer de structuration. C'est impossible. Et puis, évidemment, il faut considérer le technostress comme un frein à la performance. Or, on a besoin de performance. Alors, je vais enchaîner sur ce qui a été écrit en termes de technostress par rapport au droit à la déconnexion et par rapport au droit du travail. Il y a assez peu de choses écrites. Le droit à la déconnexion, c'est quoi? Alors, le droit à la déconnexion, c'est ce que vous voyez à l'écran. C'est-à-dire que si vous êtes en dehors de vos heures de travail, vous avez le droit d'aller là. C'est une zone blanche. Voilà. Alors évidemment, vous allez me dire, le droit à la déconnexion, mais ça a été défini par la loi El Khomri. C'est la mise en place d'une charte, d'une régulation, on ne comprend pas très bien. Comment on est protégé, nous, en tant que salariés? J'entends des choses comme ça régulièrement dans la bouche de soignants. Et finalement, en pratique, c'est un peu flou. Alors pourquoi c'est un peu flou? Parce que d'abord, il y a une chose qui est déjà régulée dans le droit du travail, c'est l'obligation d'être joignable. Ça s'appelle une astreinte. Et l'astreinte, ça fait l'objet d'une rémunération. Donc, il n'y a pas de sujet concernant l'obligation d'être joignable. Et le temps d'intervention, de réponse à un mail, c'est du temps de travail, donc c'est rémunéré. Les temps d'astreinte et le temps d'intervention ne comptent pas dans le temps de repos. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le privé, ne pas payer les astreintes, c'est pas une super bonne idée. Dans le privé, c'est considéré comme du travail dissimulé et ça peut exposer des gens jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Moi, je viens du monde du privé, je vous dis, on ne joue pas avec ça. Donc, voilà. Donc, finalement, ce droit à la déconnexion, vis-à-vis des employeurs et des managers, il est plutôt bien cadré, puisque, en gros, quand on est un manager, souvent, on préfère planifier et payer les astreintes. Ça revient moins cher que d'avoir des gens qui viennent faire des requalifications devant les prud'hommes. C'est quand même moins cher de payer les astreintes désorganisées. Après, on a un problème. C'est les collègues. Les collègues qui ont tendance à envoyer des mails, à tirer dans tous les sens. Alors ces collègues-là, et justement, c'est là qu'elle intervient, la loi El Khomri. C'est là qu'elle est là pour finalement mettre en place cette charge d'entreprise et qui va finalement inciter la bonne pratique qui consiste à consulter le planning des présents avant de passer un coup de fil. En fonction des gens qui sont présents, on appelle ou on n'appelle pas. Il y a un cas particulier, c'est les gens qui sont atteints de workaholisme ou de FOMO. Alors, le workaholisme, c'est un peu particulier, ça. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Le FOMO, c'est le fear of missing out. C'est des collègues qui sont constamment connectés, qui sont là, systématiquement là. Alors, ces collègues-là, sur le plan managérial, on est obligé de les remettre à l'ordre. Et souvent, ça ne suffit pas parce que c'est des gens qui sont en souffrance. Donc là, ça dépend en fait d'une prise en charge. Le workaholisme et le FOMO font partie, finalement, des sujets à prendre en charge par des psychologues. C'est plus vraiment le rôle du manager. Voilà. Mais c'est des situations à risque pour les autres. Alors, je vais vous donner un exemple de fausse bonne idée. C'est bloquer l'accès aux outils digitaux. Alors, pourquoi ce n'est pas une solution? D'abord, ça limite l'autonomie. Donc, finalement, vous avez besoin d'un peu de flexibilité sur vos horaires, vous ne l'avez plus. Ça va à l'encontre de l'effet finalement inhibiteur du stress, puisque là, on a un effet catalyseur du stress. On rajoute des contraintes. Donc, là où sur notre boucle, on avait cet effet inhibiteur, là, on accélère le stress. Donc, ça ne va pas dans le bon sens.
Et puis ça résout absolument pas le problème de la déconnexion, parce que vous aurez toujours un bon collègue ou vous aurez toujours une clé USB pour avoir le document qui va bien et qui vous permettra de travailler en déconnexion si vous êtes vraiment workaholic. Voilà. Et pour le reste, il n'y a pas énormément de choses. Par contre, il y a des choses qui sont écrites dans le code du travail concernant l'organisation des postes de travail, la façon dont doit être organisé le travail. En matière de prévention, il faut savoir adapter le travail à l'homme et non adapter l'homme au travail. Je rappelle également que le travail monotone, cadencé, c'est même déconseillé, fortement déconseillé dans le code du travail. Et donc, si on veut prendre en compte ce technostress, la première chose à faire, c'est déjà essayer de s'aligner sur le droit du travail. Alors finalement, cette question du technostress, quand on regarde bien, je suis en train de vous dire que c'est une question de droit du travail, de bien-être des salariés, et puis c'est une question de performance. C'est ça, le sujet. Mais il y a un frein, un vrai frein. Et ce vrai frein, c'est notre culture, et la culture de nos managers. Quand on entend nos managers, qu'est-ce qu'ils nous disent? On les entend, hein. Ils nous disent, dans le monde d'aujourd'hui, le retour d'investissement doit être l'absolue priorité sur le reste. Il est ridicule de penser que les personnes sont la clé de la performance. Il a été démontré que le contrôle et le micromanagement créent de la valeur. Nous devons cesser de penser que les outils numériques cachent le manque de ressources et de compétences. La plupart des managers pensent même que les indicateurs de performance et les tableaux de bord sont une image du travail, objectif du travail individuel. Dans nos organisations, personne ne soutient que le stress bloque la performance de chacun. Tout porte à croire que le facteur humain est le maillon faible. Il est même absurde de penser que le management peut inverser ce raisonnement. Pourtant, le management peut inverser ce raisonnement. Il est même absurde de penser que le facteur humain est le maillon faible. Tout porte à croire que le stress bloque la performance de chacun. Dans nos organisations, personne ne soutient que les indicateurs de performance et les tableaux de bord sont une image objective du travail individuel. La plupart des managers pensent même que les outils numériques cachent le manque de ressources et de compétences. Nous devons cesser de penser que le contrôle et le micromanagement créent de la valeur. Il a été démontré que les personnes sont la clé de la performance. Il est ridicule de penser que le retour sur investissement doit être la priorité absolue sur le reste dans le monde d'aujourd'hui. Et dans le monde d'aujourd'hui, renverser notre pensée, c'est ce que nous pouvons faire. Merci.